Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du débrief. Nous sommes ravis avec toute l'équipe et nos invités de vous retrouver pour décrypter et analyser les grands faits de l'actualité nationale de cette semaine. Une actualité marquée par le décès tragique à El Hoceima du vendeur de poissons Mohsin El Fikri, auquel nous allons consacrer la première partie de cette émission. Et juste après la pub, on reviendra sur les résultats d'une enquête du HCP sur le niveau de vie des Marocains et on terminera avec un point sur la réforme des retraites, les modalités de sa mise en œuvre et ses premières conséquences. Pour parler de tous ces sujets avec nous, aujourd'hui, nous recevons sur le plateau M. Abdelrazak El-Hannouchi du CNDH. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Aziz Boustan, vous êtes le directeur de publication du site Panora Post. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et Monsieur Hassan El-Arafi, vous êtes professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'être avec nous. Et tout à l'heure, nous rejoindra Monsieur Abdelawi, le DG de la Caisse marocaine des retraites. Je vous le disais, on va commencer avec la mort de Mohsin Fikri à El Hoceima. Le roi Mohamed VI a expressément demandé, suite à ce décès, à ce qu'une enquête fasse toute la lumière sur les circonstances de ce décès et sur les responsabilités qui sont engagées. Avant de revenir sur les premiers éléments de cette enquête, un rappel des faits en images avec ce sujet signé Nisrine Ouzdak. Les faits remontent à vendredi, quand le poissonnier Mohsin Fikri s'est farouchement opposé à la destruction de sa marchandise par la police locale. Devant une foule importante, il monte dans une benne à ordures pour récupérer ses poissons saisis. Le mécanisme de broyage est activé. Il décède de manière tragique. Qui a activé ce mécanisme? Qui est le responsable de ce décès? Et quelles règles ont été violées lors de l'acquisition de son poisson avant sa sortie du port? Et c'est justement à toutes ces questions que tente de répondre l'enquête ouverte par le parquet dans cette affaire qui a défrayé la chronique et qui a suscité une vague d'indignation, de solidarité et de réaction. D'abord, sur instruction royale, le ministre de l'Intérieur se rend à El Hoceima pour présenter les messages de condoléances et de compassion du souverain à la famille du défunt. Mohamed Hassad promet que des poursuites seraient engagées contre quiconque dont la responsabilité serait établie dans cet incident et avec, je cite, une implication rigoureuse de la loi. L'enquête est depuis engagée et de nouveaux rebondissements apparaissent au fur et à mesure. 20 personnes sont dans un premier temps auditionnées. 11 sont déférés devant le juge d'instruction pour, je cite, faux en écriture publique et homicide involontaire. Parmi ces personnes, notamment 2 agents d'autorité, le délégué de la pêche maritime, le chef de service de la délégation de la pêche maritime et le médecin-chef du service de la médecine vétérinaire du port. 8 personnes sont finalement placées en détention préventive et 3 autres sont poursuivies en état de liberté. Si l'enquête se poursuit pour élucider les circonstances de la mort de Mohsin Fikri, il est également question de s'attaquer à une autre problématique, celle de la pêche illégale. Car, d'après les premiers éléments de l'enquête, le défunt Mohsin Fikri avait acheté de certains pêcheurs du port d'Al Hoceima près d'1 demi-tonne d'espadon, un poisson interdit de pêche pendant cette période. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs adressé une correspondance au ministre de la Justice et des Libertés, et cela pour ouvrir une enquête sur les opérations de pêche illégale dans la zone d'Al Hoceima. Cette requête intervient conformément aux instructions données par le souverain pour diligenter, rappelons-le, une enquête approfondie au sujet de toutes les questions liées à cet incident dramatique. Voilà, alors je vous lis le communiqué émis hier par le procureur général du roi près de la cour de El Hoceima, M. Mohamed Akwir, suite au communiqué publié tôt mardi relatif à la demande d'ouverture d'une enquête à l'encontre de 11 personnes dans le cadre de l'enquête menée par la BNPJ sur les circonstances du décès de Mohsin Fikri. Le juge d'instruction près la cour d'appel d'El Hoceima a ordonné le placement de 8 personnes en détention préventive. Alors, les faits, pour les faits d'accusation pour lesquels sont poursuivies ces personnes, c'est faux et écriture publique en faux et homicide involontaire. Alors maintenant que l'enquête est ouverte, que les chefs d'accusation sont posés, à quoi faut-il s'attendre et quelles vont être les étapes de cette enquête, Monsieur Hannouchi? D'abord, il faut saluer d'une part la réactivité du pouvoir judiciaire et il faut aussi à la même occasion saluer la vigilance et bien sûr la mobilisation autour de cette tragédie qu'a connue Hoceima et éventuellement il faut faire confiance à la justice puisque
après les instructions de Sa Majesté, on a senti qu'il y a quand même un travail sérieux qui est mené par le pouvoir judiciaire. La preuve, ce que vient de communiquer le juge d'instruction, et aussi même le fait qu'il y ait cette transparence au niveau de l'information et la bonne information autour de cette tragédie. Je crois qu'on doit bien sûr respecter le travail de la justice et lui donner toutes les possibilités pour qu'il mène ses investigations et aboutir à la vérité et toute la vérité sur ce drame. Pour ce qui concerne le CNDH, donc, depuis que cet incident s'est produit, la Commission régionale des droits de l'homme, Al-Husseima, s'est penché sur le suivi de cette question. Il est en train de faire son reporting pour éventuellement produire un rapport détaillé sur les questions qui ne concernent pas directement la justice, mais sur d'autres aspects liés à ce drame pour éventuellement passer en revue toutes les étapes de cet incident et éventuellement interviewer tous les parties concernées et produire des recommandations pour plus jamais ça, pour qu'on n'arrive pas à affronter ce genre de situation de crise. Donc il y a un rapport du CNDH en cours à partir de la reconstitution des faits, d'audition de personnes témoins. Effectivement, mais il faut nuancer entre ce qu'on appelle la vérité judiciaire qui est menée par les autorités compétentes. Et puis, je dirais, d'autres dimensions de cette réalité, au pluriel, qui va dans des choses plus profondes. Donc, aller examiner les causes profondes de ce qui s'est passé et éventuellement restituer les faits avec une option, justement, pour remédier aux différentes lacunes qui ont mené à cet incident. Monsieur Al-Arafi, sur la procédure judiciaire qui est en cours, les chefs d'accusation, je les ai rappelés, c'est faux en écriture publique et homicide involontaire. Je rappelle juste les dispositions du Code pénal pour l'usage du faux. C'est l'article 352 du Code pénal et cet article stipule que est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire public, notaire ou doul qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux, soit par fausse signature, et puis ensuite il y a le détail que vous pouvez voir à l'écran sur les caractéristiques de ce faux. Mais c'est quand même la réclusion perpétuelle qui vient sanctionner un usage en faux. Oui. Tout d'abord, je saisis cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille de défunt. Et je présume que cette occasion devrait nous pousser à se calmer un peu. Parce que rien ne prouve que l'agilité de la gazelle est beaucoup plus mieux que la stabilité de l'éléphant. L'événement, elle est là. On devrait faire ressortir des conclusions pour notre pays. On devrait en tirer des leçons importantes pour l'avenir de notre pays. Il y a aujourd'hui, comme l'avait dit mon ami, on doit faire confiance à notre justice. L'enquête, elle est en cours, il y a une instruction, et comme vous le savez, le juge, il juge et il instruit suivant les conclusions des parties. C'est pas en fonction des conclusions de Facebook ou des mass médias ou réseaux sociaux. Il y a des faits, il y a des présomptions qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'on devrait attendre. Quand on voit l'avalanche d'informations à tort et à travers qui est en train de circuler dans le web, vraiment on est devant ce qu'on appelle dans la philosophie la parcimonie, c'est-à-dire une masse informationnelle importante mais qui crée des troubles dans l'esprit. On va y revenir sur l'onde de choc, la manière dont elle s'est aujourd'hui, suite à ce décès. Il y a des personnes qui sont en arrestation. Il n'y a pas uniquement ceux qui ont été cités dans le reportage, il y a aussi les deux rippers et le chauffeur de camion. Du camion Ben. De camion de la Bentazeuse, qui était la cause du drame. Et donc, les conséquences ont été que ça fait 3 jours que leurs camarades sont en solidarité avec leurs collègues
qui ne sont pas protégés, ne sont pas responsables de l'événement, et la conséquence que la ville, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas été nettoyée. Il n'y a pas eu de ramassage d'ordures pendant Voilà. 3 jours. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas m'arroger de droit de dire aux juges d'instruction qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ils savent très bien, il y a des preuves qui sont en train de se reconstituer. Il y a des présomptions qui vont apparaître certainement. Je pense que aujourd'hui, la meilleure chose qu'on pourrait faire à cet égard, c'est d'abord faire confiance à la justice. Il y a une enquête. Toutes les parties prenantes sont en train de se mettre devant le juge d'instruction pour reconstituer affiner, les pour faits, reconstituer les faits. De notre part, en tant que société civile, en tant qu'intellectuel, on devrait, à mon avis, ne pas être très ému à outrance, être ému à outrance à cet événement, parce que, soyons un peu sereins, si la personne, Allah yarhamou, était morte autrement, d'une situation normale, écrasée par... Est-ce qu'on aurait déclenché de telles émeutes, pardon. Cela signifie qu'on devrait lire l'acte, pas dans sa matérialité, mais il faut le lire dans son démentionnement. Démentionnement, il faut le lire aussi juste après le discours de Sa Majesté, qui a été adressé à l'administration, une sorte d'accusation implicite à l'administration. Aujourd'hui, le citoyen est responsable, l'administration est responsable. Peut-être le citoyen, je ne peux pas ni confirmer ni infirmer, n'a pas respecté le droit, n'a pas respecté les institutions. Ça, c'est les éléments de l'enquête qui permettront d'établir justement la reconstitution des faits entre le port et la saisie de la marchandise. Il y a l'administration avec toutes ses composantes. Il y a l'administration d'État, il y a des établissements publics, l'ANSA, l'Office national de sécurité alimentaire. Il y a la commune qui détient une police administrative par l'hygiène municipale. Il y a plusieurs parties. Il y a l'autorité locale. Qui a fait quoi? Est-ce qu'il aurait dû agir de cette façon? Je pense que cet événement, moi, je le considère comme un catalyseur qui va nous permettre de décortiquer, secouer le cocotier et d'analyser afin cet abcès social qui ne cesse pas de réapparaître chaque fois qu'il est crevé et est vidé. Monsieur Boustan, on ne vous a pas entendu depuis tout à l'heure. Votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? J'attendais que vous me questionniez. Écoutez, je me joins d'abord à mes collègues pour présenter les condoléances à la famille de Mohsin Fikri. Et je retiens de ce qu'a dit le professeur Arafi un terme qui est celui de l'émotion. Il y a eu énormément d'émotions qui a jeté les gens dans la rue par milliers, voire par dizaines de milliers. Mais revenons un peu à cette affaire. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension administrative. Il y a la dimension judiciaire, il y a la dimension sociale, il y a la dimension politique et il y a la dimension médiatique. L'administration, la justice est en train de faire son travail et identifiera les différentes responsabilités qu'il y a parce que, contrairement à ce qu'on a dit, une petite précision, on présente toujours le défunt comme étant le poissonnier. Ce n'était pas un poissonnier, c'était dirigé en quelque sorte une sorte de petite PME informelle parce que c'était quand même 500 kilos d'espadron d'une valeur de 60 000 dirhams qu'il a acheté dans le port. Ouais, c'était un marchand de gros. C'était un marchand de gros qu'il a acheté dans le port, c'est-à-dire qu'il a acheté ça au Maroc. D'accord, donc. Et il a acheté un poisson qui est interdit de pêche pendant cette période. Ce n'était pas son problème puisque c'était en vente au Maroc et à l'administration. Le port n'est pas une terra nullius. C'est peut-être une zone franche. Oui, c'est pour ça que cette administration concernée est aujourd'hui sous le coup de cette enquête. Et la justice fait son travail. Actuellement, c'est la dimension judiciaire. Le roi a demandé à ce qu'il y ait une application rigoureuse de la loi. On espère que dans ce genre de cas, l'application soit rigoureuse et pas abusive. Il y a la dimension sociale. Donc toute la vague d'émotion, toute la vague de solidarité, de compassion qui a été témoignée par ces dizaines de milliers de personnes dans plusieurs villes à travers le Maroc. Et ça, c'est venu par la dimension politique et médiatique. La dimension politique, il y a eu intervention du chef de l'État. En sa qualité de garant, de représentant suprême de la nation, il a compris ce qui s'était passé, il a réagi. Mais si on parle du roi et de la Constitution, il y a aussi les partis politiques dont le rôle est d'encadrer. Ils n'ont pas été là.
ils se sont tous aux abris. Ils ont attendu que ça se passe normalement, le travail d'un parti politique, et d'encadrer une population, de lui expliquer ce qui se passe et de la sensibiliser aux besoins pour ne pas la mobiliser ou la démobiliser. Et la dimension médiatique. La dimension médiatique, il y a deux sous-dimensions, si vous me permettez. La dimension médiatique professionnelle et profane, on va dire. Profane, ce sont les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui donnent de l'information, parce que les réseaux sociaux, il y a à peu près 9 à 10 millions de comptes Facebook au Maroc. Et donc il y a presque autant, parce qu'il y a des comptes doubles, il y a presque autant de personnes qui sont là et qui, forcément, pour un sujet pareil, vont s'informer. Et ça sert d'amplificateur. Donc forcément, ça sert d'amplificateur, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui donnent des informations qui sont des informations fausses, comme la fameuse phrase, excusez-moi de vous la dire, mais elle est choquante, c'est une phrase qui n'a pas été dite. On a tous écouté cette vidéo, on n'a pas entendu cette phrase. Oui, d'ailleurs, les premiers éléments de l'enquête disent que dans les enregistrements, à aucun moment on entend cet La ordre. DGSN a été catégorique dès les premières heures après le drame. Il n'y a pas eu, avant même que la justice ne se saisisse de l'affaire, il n'y a pas eu cette phrase. Mais dans les réseaux, l'offre d'information a fait qu'elle a généralisé ça. Et bien entendu, les gens, quand ils ont entendu, forcément, on ne prête qu'aux riches, et il y a un passé, il y a une histoire, le policier, ils sont tous contre nous, donc forcément ça a pris. Et donc ça, c'est parti à l'international, et il y a plusieurs personnes, plusieurs chaînes d'information qui se sont saisies, emparées de cette affaire dans une espèce de jubilation morbide. À l'international, à l'international, pour montrer leur climat d'insurrection, climat de ceci, climat de cela. La classe politique aurait dû réagir, encore une fois, et elle a été un peu indécente, parce qu'au moment même où on enterrait le défunt, il y avait les consultations pour la formation du gouvernement, alors que théoriquement, dans ce genre de choses, comme par exemple pour le Brexit, on se souvient, quand il y a eu la députée qui avait été assassinée, on a arrêté la campagne pendant à peu près 2 ou 3 jours. Et il s'est passé aussi autre chose, c'est qu'au niveau médiatique, les médias marocains et surtout les médias digitaux sont partis dans une espèce de délire, d'une chasse à l'audience, et je le dis, de surenchère. De surenchère. Alors, dernier point que je voudrais vous dire, et ce que j'ai dit à mes confrères, certains de mes confrères français qui m'ont appelé pour demander, je leur ai fait remarquer qu'il s'était passé exactement la même chose en 2005 avec l'affaire de 2 jeunes qui avaient été électrocutés dans un poste EDF. Absolument. Et bien entendu, avec la viralité de l'information, avec l'immédiateté de l'information, avec les images, et forcément, comme en face, c'est la police, ça avait pris, et ça avait déclenché les fameuses émeutes de banlieue. Les fameuses émeutes, un couvre-feu et un état d'urgence en France en 2005. Et plus récemment, aux États-Unis, avec le drame de Ferguson. Et ça avait été, c'était pas l'état d'urgence, mais c'était pratiquement la même chose. Donc ce sont des faits qui, aussi malheureux qu'ils puissent être et aussi atroces qu'ils puissent être, il faut savoir, comme l'a dit le professeur, il faut savoir raison garder, et il faut savoir faire confiance aux institutions. Maintenant, il faut que pour faire confiance aux institutions, les institutions méritent la confiance, et ça c'est une autre histoire. On a bien compris que vous vous adressiez aux partis politiques. Monsieur El Hannouchi, sur les leçons à tirer de ce drame, s'il peut servir à quelque chose, ce qu'on entend de ce que dit Monsieur Boustad, de ce qu'a dit aussi Monsieur Halafi, c'est qu'il y avait un terreau peut-être propice à cet élan de solidarité suite à ce décès tragique. Quelles leçons on peut en tirer ? Je pense qu'il faut revenir sur les aspects, je dirais, positifs à observer. D'abord, le fait, en tout cas c'est la perception du CNDH, il considère que le fait qu'il y ait donc des manifestations d'expression de colère, c'est une chose positive. Et qui se sont passées sans incident. Il faut la considérer ainsi. D'ailleurs, même au niveau des médias internationaux, il faut toujours, on le dit mais on l'oublie, le Maroc a banalisé les manifestations pacifiques. On est maintenant aujourd'hui, durant la dernière décennie, à 50 manifestations par jour au Maroc, en moyenne par jour. Donc les Marocains ont pris bien sûr l'habitude de s'exprimer et d'exprimer leur colère sur pas mal de choses qui se passent dans notre pays. Donc c'est une bonne chose, le fait que les citoyens et les citoyennes expriment leur colère.
Donc c'est important à le dire. Deuxième chose, c'est que éventuellement, il faut souligner, comme on a dit tout à l'heure, cette nouvelle tendance à être plus transparent dans l'information officielle. Parce que ça aussi est important. C'est un facteur important pour instaurer la confiance avec les citoyens. Et il faut encourager le fait que le parquet, de temps en temps, communique à l'opinion publique l'évolution de l'enquête, bien sûr avec toutes les précautions nécessaires, mais qu'il y ait la bonne information qui circule chez les citoyens et citoyennes. Donc la communication officielle est essentielle dans ce genre d'événement. Il est essentiel, il doit être de plus en plus transparente. Et puis instaurer ce climat de confiance vers l'institution judiciaire. L'autre aspect, c'est que éventuellement la question de la médiation sociale, qui est importante, parce que éventuellement les partis politiques ont été évoqués, mais aussi d'autres organisations, bien sûr, qui jouent un rôle important dans notre vie, les associations de défense des droits de l'homme, éventuellement les syndicats, surtout les syndicats professionnels, par exemple des pêcheurs. Donc c'est des relais et c'est des institutions qui ont aussi un rôle important à jouer dans ce genre de situation de crise. Éventuellement, la question aussi, et c'est la raison pour laquelle on a observé que le ministre de l'Intérieur avait demandé au ministre du Justice d'ouvrir une enquête sur la pêche, dans cette zone surtout la pêche illicite, parce que c'est aussi une des sources de problèmes qu'a donné, bien sûr, ce drame donc du décès de feu Mohsin Fikri. Mais c'est pour ça que le CNDH s'intéresse à aller vers restituer les profondes causes de ce drame, et éventuellement il va émettre des recommandations sur cette question. Il va notamment aussi avoir l'occasion d'observer le procès. Parce qu'il y a un mot important qui a été cité par mon collègue tout à l'heure, la rigueur, mais attention à l'abus. Il doit y avoir une rigueur, mais il ne doit pas avoir aussi donc essayer de remédier ou de résoudre un problème en créant éventuellement d'autres victimes si on va vers donc une sorte de chasse aux sorcières. Monsieur Boustin, oui, alors, sur les points positifs à tirer d'un événement tragique comme celui-là. Alors, les points, je ne sais pas si on peut tirer des points positifs, je ne sais pas si on peut aussi dire que quelque chose de malheur pourrait être bon, mais pourrait être utile. Et parmi les choses qui pourraient être utiles, c'est que, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de réaction des institutions, quand on voit ce qui s'est, la lettre qu'a adressée le ministre de l'Intérieur à son collègue de la Défense sur le fait de la justice, pardon, sur le fait de diligenter une enquête sur le secteur, le domaine de la pêche à Al-Hoceima. Pourquoi à Al-Hoceima uniquement? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un autre drame à Asfi, ou à Casa, ou à Tanger? Et c'est ça le problème de nos institutions, c'est qu'on on va attendre qu'il y ait des problèmes pour qu'on puisse réagir. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, le CNDH était là aux premières loges parce qu'il fallait savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais si on fait rien, si la loi n'est pas appliquée dans sa rigueur et pas après qu'il y ait un drame, mais avant qu'il y ait un drame, les mêmes causes engendreront les mêmes effets. Il doit y avoir une réponse structurelle et pas circonstancielle. Il doit y avoir une réponse structurelle et non circonstancielle et surtout pas conjoncturelle. Et pas uniquement sur le secteur de la pêche. Juste un mot pour dire qu'il y a aussi des compétences qui relèvent du Parlement, des commissions d'enquête parlementaires, qui peuvent avoir une enquête d'envergure sur le secteur de la pêche dans sa globalité. Et c'est le mandat du Parlement. Je reste sceptique malheureusement sur notre classe politique parce que malheureusement. Monsieur El Arafi, le dernier mot avant la pause. Moi je réitère ce que je disais. Et je pense que cet événement, le fait est là. Il faut en tirer des leçons et il faut le lire d'une manière un peu large, sensu. Comment? Aujourd'hui, il est annonciateur d'une crise d'état de droit. Il est annonciateur, c'est comme il y a la tumeur quelque part, il suffit de gratter là-dessus pour qu'il puisse apparaître et réémerger. Aujourd'hui, cet événement
nous renseigne qu'il y a un problème, il y a une crise de confiance entre le citoyen et l'administration. Le fait que le défunt, Allah yarhamou, agit d'une manière répulsive, agressive devant les autres, signifie qu'il ne croit pas aux autorités. Il n'a pas confiance à ces autorités-là. Le fait que les autorités puissent agir d'une manière sans respecter et observer les règles de droit signifie qu'ils sont peut-être mal formés, mal informés, peut-être ils ont un excès de pouvoir, ils ont l'habitude d'exercer. On ne sait pas, je ne suis pas en train d'adresser des accusations, mais je pense quand on reconstitue les faits et fait une mise en scène, on peut en tirer. C'est la raison pour laquelle il faut attendre l'enquête et se calmer et en tirer des leçons. Un dernier mot, Monsieur Hennouchi, vous êtes d'accord sur ce que vient de dire Monsieur Arafi, à savoir que c'est peut-être un symptôme d'un mal profond et annonciateur peut-être d'une crise? C'est certain, c'est certain. Et d'ailleurs, quand on voit aussi l'expression dans les différentes manifestations, surtout à Al-Hoceima, donc il y a des éléments qui font un peu qui justifient un peu cette colère. Le drame donc de la mort de Mohsin n'est qu'un révélateur. Et je pense que le rapport que nous allons établir va peut-être mettre la lumière sur ces questions-là. Et certainement inciter donc à des réponses structurelles, comme le disait tout à l'heure Monsieur Boustin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet incident. Restez avec nous sur le plateau du débrief. On revient dans un instant après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief, on continue à décrypter avec vous et avec nos invités l'actu nationale. On salue notre quatrième invité qui vient de nous rejoindre pour nous parler tout à l'heure de la réforme des retraites, Monsieur Mohamed El-Alaoui El-Abdellaoui. Vous êtes le DG, le directeur général de la Caisse marocaine des retraites, la CMR. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant qu'on parle de la réforme des retraites, on évoque d'abord ce rapport publié par le HCP. Il a été publié le 26 octobre dernier. C'est un rapport qui présente les résultats d'une enquête qui a été réalisée par le HCP sur l'évolution du niveau de vie des Marocains. Alors que nous dit cette enquête réalisée entre juillet 2013 et juin 2014? Eh bien, le premier chiffre que je voudrais vous soumettre, messieurs, c'est celui de l'évolution du niveau de vie. Qui est en nette augmentation d'après cette étude, avec une augmentation moyenne du pouvoir d'achat de 3,4% entre 2001 et 2014 et surtout l'augmentation depuis 2007. Un commentaire sur cette amélioration moyenne du niveau de vie des Marocains? Monsieur Arafi, je vous vois opiner de la tête. Écoutez, lorsqu'on lit le rapport de la SCP, donc on peut être optimiste en quelque sorte, mais toujours on a le verre est dans le fruit. Hein? Donc, d'après les chiffres qui ont été déclarés, donc, on a le revenu moyen annuel qui a été augmenté de 11 000 dirhams à 19 000 dirhams dans l'espace de 4 exercices. On a aussi le niveau de vie, aussi comme vous l'avez souligné, a été augmenté de 8 300 dirhams à 15 900 dirhams. On a les dépenses... Il a presque doublé. Ah, il a doublé. Hein. Il a doublé. Aussi, les dépenses de consommation alimentaire dont le budget des ménages est passé sur la période de 2014 de 41 à 37 signifie que les tendances consommatrices des citoyens tendent vers d'autres choses autres que l'alimentation. Mais cette situation n'est pas transposable pour le milieu rural. Oui, on reviendra tout à l'heure sur les écarts. Donc, mais le taux de pauvreté aussi a connu une diminution très nette de 15,3% à 4,8% à l'échelle nationale, avec 1,6% en milieu urbain, sans signification statistique. Mais il reste toujours important au niveau de milieu rural, qui était de 25%. Aujourd'hui, il est à 9,7%. Mais comme je disais tout à l'heure, nous avons toujours le verre est dans le fruit. Avec tout l'effort au niveau de l'NDH, l'effort de réhisser le niveau de vie de la population, on a encore, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, 1,6 million de pauvres au niveau national. Alors,
Je me permets de vous interrompre, vous parlez du verre qui est dans le fruit. Je voudrais juste citer Monsieur Ahmed El-Halimi, le haut commissaire au plan, qui dit ceci: il faut cependant éviter que des indicateurs économiques aussi réels et crédibles, comme ceux que l'on vient d'évoquer, n'occultent la réalité éminemment humaine de la pauvreté, qui reste un phénomène toujours de trop. Et juste pour vous citer un chiffre, en 2014, on dénombrait 1,6 million de Marocains en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité. Je vous redonne la parole dans un instant. Je voudrais faire réagir le CNDH sur ces chiffres. 1,6 million de Marocains en situation de pauvreté absolue. Et puis d'abord peut-être cette question, il y a des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes en situation de pauvreté absolue. Quelle est la différence, quel est le seuil pour déterminer les uns et les autres? En fait, c'est des mots qui font l'état de mots de société. Donc nous sommes face à une situation alarmante. Parce qu'il y a une interpellation de tous les acteurs. C'est la question de la disparité et puis la question de la répartition des richesses. Et je crois que le Maroc a été interpellé même au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève lors de l'examen du rapport du Maroc sur le pacte droits économiques, social et culturel. Donc c'était l'occasion aussi pour revenir à cette question aussi de disparité, de pauvreté et bien entendu les engagements de l'État vis-à-vis des citoyens en matière de l'accès aux droits fondamentaux économiques et sociaux, notamment le logement, l'emploi, la santé et l'éducation. Monsieur Boustin. Oui, alors, c'est vrai, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut finalement. Des chiffres, bon, 11 000, 19 000, l'augmentation du revenu, l'augmentation du niveau de vie qui a doublé. Bon, on peut ressortir un autre chiffre, que le PIB en 2000-2001 était aux alentours de 40 milliards de dollars. Il est actuellement un peu plus que 100, donc il a été multiplié lui par 2,5, alors que les autres revenus n'ont pas. Donc on peut leur faire dire, on peut leur faire dire ce qu'on veut, trouver que c'est positif, trouver que c'est négatif. Bon, maintenant, le taux de pauvreté relative, c'est quoi? C'est quand la totalité des dépenses sont affectées à l'alimentaire. Et ça a été en 2007-2008, je pense, ça a été défini comme quelque chose aux alentours de 3700 avec une variation entre l'urbain et le rural. Donc ça fait 3700 dirhams. 3700 dirhams, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait à peu près dans les 10 dirhams par jour. Et le taux de pauvreté absolu, c'est quand on n'arrive pas à couvrir ses dépenses alimentaires. Alors, effectivement, avoir 1,6 million de personnes dans ces cas-là, et 4,2 millions en taux de vulnérabilité, qui est une fourchette, quand on situe le salaire dans une fourchette de 1,5% de plus que le taux de pauvreté, c'est assez inquiétant. 1,6 c'est déjà beaucoup, 4,2 ça fait plus que 10% de la population qui sont en situation alimentaire précaire. Donc ça, il faut le... Maintenant, quand on parle des chiffres de l'augmentation du revenu par habitant, c'est très bien, certainement, mais quand on rentre dans le détail, on va voir que le rythme d'accroissement au niveau rural, ça a été éclaté en deux périodes, la période 2001-2007 et la période 2007-2014, sur la longue période de l'augmentation du revenu. Or, on constate que de 2007 à 2014, au niveau de l'accroissement rural a été plus faible que l'accroissement urbain. Or, 2007, ça coïncide avec 2008. 2008, c'est le plan Maroc vert. On a tellement dit sur Maroc vert, on a tellement dit qu'on voit que finalement, le taux d'accroissement du niveau en rural passe de 4,7 à 2,8, on se dit que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est bien de prendre les chiffres. Le HCP est dans son rôle, il donne les chiffres. Après, c'est bien que les spécialistes, professeurs par exemple, analysent ces chiffres à l'aune d'autres chiffres qui sont... Et les mettent en corrélation avec d'autres chiffres. Essayer de croiser tout ça pour essayer de comprendre où on va et qu'est-ce qu'on devient. Parce que si finalement, après avoir fait tout ça, après avoir fait tout le travail qui a été fait en matière économique, on se retrouve avec 1,5 million de personnes qui mangent à peine, on se dit qu'il y a quelque chose de grave et quelque chose qui ne marche pas bien. Alors, juste une question, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, pour la plupart libérales. Quel impact peuvent avoir ces réformes? La décompensation notamment va se poursuivre. Quel impact ça peut avoir sur ce niveau de vie qui est en augmentation d'après le HCP? Je suis d'accord avec vous avant de répondre à votre question. C'est vrai, le rapport de l'ACP, il nous donne des résultats.
mais il ne faut pas confondre les résultats avec les conclusions. Les conclusions, ce sont des analyses que tout un chacun essaie d'interpréter les résultats suivant l'angle à travers lequel il voit les choses. Si vous me demandez, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu lire à travers les chiffres, on peut dire, à première vue, c'est optimiste, le niveau du Maroc, des Marocains dans l'ensemble a augmenté, etc. Mais attention, derrière ça, il y a beaucoup d'observations qui alternent avec des questionnements. Signifie qu'il y a d'abord, premier constat, c'est que nous avons un Maroc à multivitesse. Lorsque on constate qu'il y a 74% aux 6 régions, la pauvreté, la concentration de la pauvreté à conquérant de 74% au niveau de ces régions, signifie que nous avons 2 Marocs. On revient à l'ancien aphorisme Maroc utile, Maroc non utile. Deuxièmement, vous savez très bien que le Maroc n'est pas un pays rentier. Presque 86% de nos rentrées, ce sont des rentrées fiscales. Et quand des rentrées, ça signifie que nous sommes une économie qui est tournée vers la demande. Okay? Et donc, la croissance qui est générée par l'augmentation de PIB, est-ce qu'elle est inclusive? Qui en profite? Est-ce qu'elle est durable? C'est ce que M. Hannouchi disait tout à l'heure aussi, la répartition. Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est suffisante? Et c'est ça parfois qui donne cette différenciation, qui en profite vraiment de la croissance. Et donc le challenge, c'est qu'il faut qu'on ait une croissance inclusive. Troisièmement, il y a aussi... Vous avez 1 minute, parce qu'après il faut qu'on passe aux retraites. Je vous donnerai le dernier mot. Il y a aussi la question de la classe moyenne. Ça, c'est un débat séculier, mais qui reste encore. Quatrièmement, je pense, comme l'avait dit Sel Hilmi, aujourd'hui, on devrait réfléchir de la manière suivante, une croissance pro-pauvre à vocation pro-rurale. Le challenge chez le rural et aussi, et c'est ça qui va impacter, à mon avis, positivement l'indice de développement humain dont on souffre depuis toujours. Merci beaucoup de nous avoir aidés, de nous avoir permis de commenter ces chiffres du HCP. On va passer maintenant à la réforme des retraites. Alors, la réforme des retraites, c'est la réforme phare du gouvernement sortant. Elle a été adoptée en séance plénière le 20 juillet dernier à la Chambre des représentants. Alors, avec vous, Monsieur Abdellaoui, on voudrait revenir sur les grands termes d'abord de cette réforme pour bien éclairer nos téléspectateurs sur les dispositions principales. Alors déjà, pour nous, en fin de compte, elle a été publiée le 30 août. C'est la date de publication qui acte, en fin de compte, l'effet de l'entrée en vigueur de la réforme. La première chose, seulement pour revenir rapidement à un petit historique pour dire le comment du pourquoi, il faut bien savoir que cette réforme s'est faite du fait de l'urgence de la cession du régime des pensions civiles. Et c'est quelque chose de très important de savoir qu'en fin de compte, depuis plusieurs années, nous annoncions des déficits et que ces déficits, on y était en 2014, en 2015 et cette année, 1 milliard en 2014, 3 milliards en 2015 et cette année, si on n'avait pas eu cette réforme-là, on serait entre 5,5 et 6 milliards. On le voit Tout à fait. ici, le déficit. Alors, vous avez 2 choses sur ce graphique. Vous avez une courbe rouge, c'est l'évolution des déficits de manière historique. Et vous voyez que cette courbe, en fin de compte, s'éloigne de plus en plus du zéro. Et pas seulement quand vous voyez les pointillés, c'est à un horizon de 50 ans, même au-delà de 50 ans, cette courbe continue à descendre. Quelque chose de très très important. Quant à la courbe verte, on y reviendra dans un petit moment, enfin, quand on parlera des effets de la réforme et qu'est-ce qu'elle a apporté. Alors, la première fois que la CMR a enregistré un déficit, c'était en 2014. 2014. Et les réserves permettent de tenir en l'absence d'une réforme? En l'absence d'une réforme, on pouvait tenir jusqu'en 2022. Grâce à la réforme, on a gagné combien d'années? On a gagné 6 ans à 7 ans de plus, jusqu'à 2028-2029. Mais là aussi, il est intéressant d'apporter un certain nombre de précisions. Deuxième point important, c'est qu'on n'était plus en fin de compte dans les projections, on était dans le réel. Deuxième point qui est important, qui est de dire... attention, cette problématique du régime pension civile n'est pas due ni à la gestion, ni à quoi que ce soit d'autre. Elle est due, en fin de compte, au produit lui-même. Beaucoup de gens ont répété cette phrase-là, qui est simple à comprendre. Vous ne pouvez pas, en fin de compte, avoir 1 dirham de cotisation capitalisée et recevoir 2 dirhams de prestations actualisées. C'est une distorsion complète et qui, dans tous les cas de figure, à un moment ou à un autre, crée des déséquilibres parce qu'on n'a pas
personne ne peut payer en fin de compte ce différentiel. Il y a eu 3 principes qui ont été à la base de cette réforme. Premièrement, le fait que cette réforme devait s'inscrire dans la réforme systémique qui a été actée à travers la Commission nationale de 2013, qui dit, voilà, on doit avoir 2 pôles, un pôle public, un pôle privé, et à terme, à beaucoup plus long terme, un système unique. Pourquoi ? Tout à l'heure, on parlait de pauvreté. Un des essences mêmes de la protection sociale, le deuxième pilier de la protection sociale est la protection vieillesse. Aujourd'hui, elle ne couvre que 37% de la population active et uniquement que les salariés du public, les salariés du privé. Il y a un texte de loi qui doit passer, qui est en cours, là aussi, d'adoption, qui concerne les personnes, travailleurs non salariés, et qui est très important parce qu'il couvrira, en fin de compte, là aussi, qui donnera la possibilité de couvrir au moins toute une autre tranche de la population et d'augmenter ce taux qui est de couverture aujourd'hui nationale de 37% à beaucoup plus, sachant qu'aujourd'hui, la population qui a plus de 60 ans représente 8% de la population marocaine. En 2030, cette population représentera 16%. Oui, c'est une augmentation, on parlait tout à l'heure du HCP, c'est encore les chiffres du HCP, une augmentation donc, de cette population de 3,5% en 20 ans, entre 2010 et 2030. Pardon. En 2030, on double, presque double, on arrive à 16%. Deuxième principe, dire en fin de compte que, comme tout produit, ce produit doit être justement tarifé pour ne pas impacter les générations futures. On parle beaucoup aujourd'hui d'écologie, il y a la COP qui arrive, on parle beaucoup de ces générations futures, de quelle terre on va leur donner. Il faut également qu'on se préoccupe également, en fin de compte, de quelle situation financière on va pouvoir transmettre. Et des risques de précarité. Exactement, à ces générations futures. Donc, le principe de la bonne tarification, dire que tel service, en fin de compte, va avoir tel tarif, est primordial pour ne pas impacter les générations futures. Donc, ça aboutit à une augmentation de la cotisation. On va y revenir. Pas forcément, parce que c'est également l'augmentation de l'âge qui rentre également, en fin de compte, dans ce principe-là. Troisième principe, la progressivité, dire on doit faire les choses de manière douce, tranquille, pour ne pas chambouler plus ou moins un peu les choses. Quand on a pris ces 3 principes-là, il y a eu 2 décisions réelles qui ont été prises. La première, c'est de dire on ne touche pas aux retraites des personnes qui sont actuellement à la retraite. Les pensionnés d'aujourd'hui n'auront aucun impact sur leur retraite. Donc ils ne sont pas concernés par les incidences de cette réforme. C'est quelque chose de très très important qu'il faut toujours rappeler. On ne touche pas aux retraités. Et c'est une décision. Parce que par ailleurs, vous savez, il y a 3 acteurs en fin de compte dans un régime. Il y a les retraités, les affiliés et l'employeur. Dire qu'en fin de compte, une de ces 3 parties ne sera pas touchée, dire qu'en fin de compte, indirectement, c'est les 2 autres qui devront supporter la charge de la réforme. Deuxième décision importante, pour ces affiliés, dire que jusqu'à la date, le 30 août 2016, toute la période travaillée avant cette date, ils n'auront aucun impact par rapport au calcul de leur pension par rapport à cette date. C'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui va sortir à la retraite dans 1 an, dans 2 ans, indirectement aura qu'un impact minime par rapport à ça. Et que si on prend le 3e principe, le principe de la progressivité, l'impact est encore beaucoup plus minime. Ces 2 facteurs-là sont très importants pour pouvoir signifier la chose. Effectivement, je pense que tout le monde connaît les paramètres de la réforme, augmentation de l'âge, manière progressive de 6 mois par an sur 6 ans, l'augmentation du taux de cotisation de 10 à 14% pour chacune des parties, le calcul sur les 8 dernières années. Le salaire de référence qui est calculé sur les 8 dernières années. Et là aussi, il faut bien savoir que si vous augmentez l'âge de la retraite de 3 ans, quand vous prenez en compte la moyenne des 8 dernières années, ce n'est pas la même chose que prendre le salaire à 60 ans et calculer la moyenne des 8 dernières années. Le fait d'augmenter l'âge permet également de pouvoir cotiser et de bénéficier d'années supplémentaires de cotisation qui rentrent dans le calcul de votre pension. Alors, juste, il nous reste à peu près 6 minutes. Est-ce que cette réforme va suffire à sauver les retraites? Est-ce que c'est juste une première étape? C'est-à-dire, est-ce que vont devoir être développées aussi les retraites par capitalisation? Quel est l'avenir, en fait, du système des retraites au Maroc? L'avenir du système des retraites au Maroc, c'est d'essayer d'appliquer au mieux et le plus rapidement possible les décisions de la Commission nationale qui a été édictée en 2013, qui disait, en fin de compte, voilà, on doit passer par une réforme du régime pension civile, ensuite mettre en place les pôles, le pôle privé qui est en cours de mise en place et le pôle public.
Et bien sûr, à terme, enfin, c'est ça la solution à terme. La problématique, et indirectement, si vous pouvez remettre le graphe pour avoir une image encore saisissante par rapport à ça, le régime pension civile, dans la coupe rouge, en fin de compte, vous disiez, est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Il n'y avait pas de tunnel. On le voit à l'écran. On n'a pas de tunnel, on n'a pas de sortie de point de retour à un équilibre même incertain. La courbe verte, qui, elle, signifie les déficits après la mise en place de cette réforme, montre qu'à un certain terme, en été au bout de 56 ans, en 2072, on reviendra à l'équilibre. Ça veut dire qu'au moins, aujourd'hui, maintenant, on a un tunnel. Et on doit s'activer, notamment à la mise en place du pôle public, pour voir la lumière au bout de ce tunnel, ce qu'on n'avait pas avant. Deuxième information importante, toujours par rapport à la réforme, parce que vous voyez les déficits... Rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes. Très rapidement. Peut-être même moins. Comme vous pouvez voir, en fin de compte, les déficits ont beaucoup régressé. On a diminué de près de 60% les déficits, parce que comme on les calcule sur 50 ans, c'est pour ça que je vous ai mis le tracé bleu en pointillé, on réduit de près de 57% de manière exacte la dette implicite de ce régime. Troisième point également très important, c'est qu'on est quand même dans un environnement qui est quand même où l'État a fait quand même des efforts importants. Je m'explique, parce qu'on entend toujours parler, c'est les affiliés qui vont subir la globalité de cette réforme. Il faut être relativement très serein par rapport à ça pour expliquer les choses. Les affiliés, comme on a dit, les retraités ne sont pas touchés. Les affiliés vont contribuer, effectivement, comme vous avez dit, en termes de cotisation supplémentaire, l'État va faire de la même chose. Mais l'augmentation est échelonnée sur 4 ans. Et pas sur 4 ans. La première s'est faite en septembre, la deuxième en janvier 2017, la troisième en janvier 2018 et la quatrième en janvier 2019. Également 30 petites secondes, parce que je voudrais faire réagir nos deux autres invités. Un point important, ils gagnent une durée de travail supplémentaire qui va venir se rajouter dans son mode de calcul, donc il va bénéficier d'une pension supplémentaire. L'État, lui, non seulement va payer sa quote-part, comme le salarié, en plus de ça, comme il maintient du personnel, il paiera le salaire de ce maintien qui est en général de haut salaire. En plus de ça, il permettra en fin de compte, il paiera également ses charges sociales. À terme, l'État paiera 2 fois plus que l'affilié paiera, sachant que l'affilié qui a déjà travaillé jusqu'à la date de la réforme bénéficiera des mêmes droits par rapport au passé. Parfait, merci beaucoup pour ces éclairages. Je vais vous donner la parole très rapidement. Monsieur Al-Arafi, votre regard de prof de finances publiques sur cette réforme. Très rapidement, s'il vous plaît. Maintenant, ce qu'avait fait le gouvernement dans le cadre d'une réforme, c'est une réforme paramétrique. C'est comme sorte d'antalgique qu'on donne à quelqu'un qui est dans la réanimation pour le sauver d'abord, pour arrêter l'hémorragie. Arrêter l'hémorragie, ce qu'on a vu, c'est-à-dire aller dans une tendance de la décroissance de déficit, c'est-à-dire pour éponger le déficit qui aurait dû être épuisé 2022. Je pense que c'est une mesure qu'il fallait faire, mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc, la réforme systémique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut appréhender la problématique de la retraite dans une dimension beaucoup plus globale, beaucoup plus complexe. Il faut la lier à la problématique de l'emploi, il faut la lier à la problématique de la croissance économique marocaine. Au point du secteur informel, aussi, qui pourrait sauver aussi le système de retraite s'il était structuré. C'est ce qui est bien attendu au niveau de la réforme. Bon, aujourd'hui, si on est en état de droit, on devrait se plier à ce qu'avait décidé le législateur à travers la loi 71-14 et la loi 72. La loi est là, il faut la respecter, à mon avis. Il y a des mesures. On n'avait pas 36 solutions. C'était la solution qu'il fallait prendre. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On attend que le gouvernement décline une stratégie, une vraie stratégie de réforme de la retraite dans les années à venir. Merci. Parfait, merci. Monsieur Bousta, je vous donne le dernier mot. Est-ce qu'on a suffisamment bien expliqué cette réforme des retraites ? Je pense que ça a été très très longuement expliqué depuis 8 mois, 9 mois, avec manifestation à la clé. Donc les gens se sont occupés de ça. Forcément, on parle de tout ce qui agite la toile. Moi, j'ai une simple petite question, si vous me permettez de poser une question. Très rapidement, parce qu'on est déjà sur la fin. Très rapidement, c'est là-haut, c'est sur la question des 20 000 pensions qui n'ont pas été servies. On a dit ça, on a agité ça.
voilà de quoi il retourne. Vous répondre en 30 secondes, ce sera un peu difficile. Mais déjà, moi-même surpris en savoir en fin de compte que les gens viennent de savoir en fin de compte que chaque année, à la même période, nous faisons en fin des contrôles de vie, des contrôles de non au mariage et d'autres contrôles. C'est une procédure en fin de compte qui est prévue. C'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. Et les retraités le savent très bien. Et c'est même pourquoi on fait ces contrôles-là, parce qu'ils rentrent en fin de compte dans les conditions même d'octroi de la pension. Il faut bien savoir en fin de compte que depuis plusieurs années, nous n'avons pas arrêté chaque année de faire des innovations pour pouvoir faciliter, simplifier, raccourcir les délais pour nos retraités. Je peux citer énormément, je n'aurai malheureusement pas le temps, mais je pense que les retraités eux-mêmes, en tout cas les retraités de la CMR, savent de quoi il en est et à quoi, enfin bon, ça aboutit. Donc c'était une fausse polémique et un faux procès fait à la CMR. Je pense qu'on a surdimensionné le problème parce qu'il s'agissait d'une procédure habituelle. Ceux qui travaillent dans la fonction publique, ils savaient ça très bien. Mais ce qu'on a lu dans les médias à propos de les émeutes, ça n'a rien à voir. Bon, je pense qu'on a diabolisé anormalement le problème. Parce qu'on a demandé aussi à votre niveau et je parle en tant que fonctionnaire. Abdelawi, et donc c'est bien qu'on entende aussi de sa bouche pour désamorcer les choses. Merci beaucoup, merci infiniment messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, dans un instant la suite des programmes et nous on se retrouve lundi pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.